Alors, bonjour à tous. Donc, je suis oncologue médicale et également chercheuse en immuno-oncologie, donc bien loin des sciences humaines, même si je suis très sensibilisée à la question et également je suis très attachée aux valeurs humaines dans le soin. Alors moi, quand suite à des discussions, donc dans le cadre du collectif d'abord, de l'humain au cœur du soin, et puis qui s'est transformé en association, donc après de longues conversations avec Claire, avec Renaud, avec Karine, Mathilde, etc., je me suis demandé, en effet, il y avait cette question de la qualité dans le parcours du patient en oncologie. Est-ce qu'on prend assez en considération l'humain dans ce parcours ? Et puis il y avait la question de la recherche qualitative que moi je ne connaissais pas. Je suis un pur fruit de la médecine, l'evidence-based medicine, de la recherche clinique randomisée, contrôlée. Et puis voilà, on a une phase 3, on a l'AMM, on implémente tout ça dans des recommandations, des prises de décision, et les choses sont comme ça assez carrées. Et donc lors de nos discussions en RCP, bien sûr, c'est des choses qu'on évoque pour les implémenter dans la prise en charge thérapeutique de nos patients. Et bien sûr, cette evidence-based medicine qui, pour son développement, comme vous le savez, nécessite voilà beaucoup d'argent. C'est de l'innovation thérapeutique qui peut dépasser les millions d'euros dans le cadre de développement d'un médicament. Et donc, je me suis demandé, donc, une evidence-based medicine qui se base sur des données quantitatives, sur des analyses biostatistiques puis statistiques, avec la recherche, l'essai clinique randomisé contrôlé comme étant le plus haut niveau de preuve. Donc, je me suis demandé, finalement, quelle place de la recherche qualitative dans ma pratique ? Et qu'est-ce que, finalement, ça va apporter à ces patients en oncologie ? J'ai fait de la recherche bibliographique, j'ai regardé la littérature, je suis retombée sur effectivement ce qui se disait, très peu de papiers sur la recherche qualitative, très faible impact factor, et donc j'ai quand même pu relever trois exemples qui m'ont paru très parlants parce que très proches de notre activité en pratique en tant qu'oncologue, mais on peut étendre ça à l'hématologie et puis à d'autres spécialités. Alors le premier exemple, c'est donc une équipe anglaise de l'université de Bristol qui s'est posé comme question, qui s'est posé comme question, est-ce que les oncologues, donc qui a pris une configuration qui est assez commune en oncologie, c'est-à-dire un patient qui a un cancer avancé, donc en phase métastatique, pour lequel on va proposer une chimiothérapie palliative. Chimiothérapie palliative, le mot palliatif ici ne veut pas dire fin de vie, mais une chimiothérapie palliative peut également prolonger la survie. La survie, elle est prolongée de quelques mois, donc en moyenne, avec bien sûr des extrêmes, beaucoup moins ou beaucoup plus, selon les patients. Et donc, ces patients pour lesquels on propose une chimiothérapie palliative, les chercheurs se sont posé la question, est-ce que l'oncologue, lors de la consultation d'annonce, est-ce qu'il a verbalisé le restant à vivre, le nombre de mois, d'années, etc., restant à vivre à ce patient pour lui donner cette possibilité de choix, ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix du patient, la singularité du vivant. Est-ce que je refuse ou j'accepte une chimiothérapie qui va quand même impliquer un passage fréquent en hôpital de jour, en hospitalisation, donc moins de temps dédié à ma famille pour ce qui me reste à vivre. Donc c'est un réel choix d'attitude dans ce cas-là. C'est l'étude Aspect. Et donc, elle a utilisé comme méthodologie la méthode qualitative avec des enregistrements de l'entretien entre l'oncologue et le patient. Il y avait une évaluation du non-verbal puisqu'il y avait
un chercheur qui était présent lors de la consultation pour relever toute cette communication non verbale. Donc, c'était 45 patients qui avaient des cancers avancés, cancers bronchiques non à petites cellules, des cancers du pancréas et des cancers colorectaux. Alors là, je précise, c'est des patients très avancés qui n'ont pas une particularité moléculaire, qui n'ont pas des facteurs prédictifs en réponse à l'immunothérapie, etc. C'est du patient tout venant avec quand même un pronostic assez réservé. Donc, enregistrement verbal, non verbal, transcription de ces éléments-là, identification des thèmes, un codage électronique et une analyse. On voit très bien que c'est plutôt carré, contrairement à ce qu'on peut imaginer d'une étude qualitative, anarchique, subjective, etc., etc. Donc, quels sont les résultats de ça? Donc, la question, vous vous souvenez, c'est est-ce que le clinicien a évoqué une durée de survie chez ces patients-là pour leur permettre un choix entre accepter ou refuser la chimiothérapie? Alors, qu'est-ce qu'il en sort? C'est que dans la majorité des cas, le praticien est resté vague, c'est-à-dire des mots, des phrases du genre « vous, ça va vous permettre de gagner du temps ». Ou bien une information qui est non existante. C'est-à-dire, on va parler de la chimiothérapie comme étant un élément qui va améliorer les symptômes, la qualité de vie. Donc, la survie n'est plus évoquée. Et puis, parfois, il y en a quelques-uns qui étaient un petit peu plus proactifs et qui vont plutôt évoquer des échelles de temps. On va parler d'une survie de... Il y a une phrase notamment que l'un des oncologues a dit, on ne parle pas de survie de plusieurs années, mais de quelques mois. On sent quand même qu'on est assez frileux d'évoquer des chiffres. Puis très rarement, il y avait une évocation du chiffre, et notamment chez un patient pour lequel on a dit textuellement, il va y avoir une prolongation de la survie de 4 semaines. Et figurez-vous que ce patient, c'est le patient pour lequel on ne voulait pas donner de chimiothérapie parce qu'il était trop mal pour recevoir de la chimiothérapie. Donc là, on était complètement dans une situation assez confortable pour évoquer le peu de bénéfices qu'on peut apporter avec la chimiothérapie. Donc, qu'est-ce que cela va impliquer dans la pratique de ces oncologues et qu'est-ce qu'on en a sorti de tout ça? D'abord, cette difficulté à évoquer la survie avec les patients. Et donc, par conséquent, leur donner ce choix éclairé. Et cette difficulté qui, en implication, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est probablement proposer des formations pour ces oncologues à la communication, ce qu'on a dit à l'écoute, mais également à la parole et comment dire certaines choses, certaines mauvaises nouvelles, la survie, etc. Cela va favoriser bien sûr le choix du patient. Et puis, ça va permettre d'intégrer les bénéfices en survie, même de quelques mois, dans les recommandations à destination des patients. Si vous voyez les recommandations pour les cliniciens, souvent on a dans les recommandations qu'est-ce qu'on attend de cette chimiothérapie ou de ce traitement dans les études randomisées contrôlées. Donc, on a des chiffres. Ces mêmes recommandations pour les patients, tout de suite, il n'y a plus de chiffres. Donc, on est devant des patients qui n'ont même pas d'échelle de temps de ce qui leur reste à vivre. Quand on ne le dit pas, on leur laisse toute une espèce d'espace pour l'espoir qui est parfois pas raisonnable. L'idée ici n'étant pas d'enlever l'espoir, et ça peut se discuter. Cette étude, quand elle a été présentée, ça a suscité beaucoup de discussions autour de dire ou pas dire. Donc voilà, ça c'est mon premier exemple. Alors le deuxième exemple, ce n'est plus dans une situation palliative, pour vous montrer que l'étude qualitative, elle peut être intéressante tout au long du développement d'un médicament. Alors cette fois-ci, c'est encore une équipe anglaise qui s'est intéressée aux obstacles quant au recrutement dans les essais thérapeutiques randomisés, ces fameux essais qui vont nous permettre de faire des recommandations de traitement et de les implémenter dans la pratique. Donc quand même du quantitatif qui est très important, comme a dit Karine et Mathilde dans cette mixité de recherche. Donc là, ils se sont intéressés à ces obstacles. Et ils ont analysé dans le cadre de cette étude PROTECT les barrières au recrutement. Donc, ils ont inclus 93 patients. C'est des patients qui avaient des cancers localisés de la prostate et pour lesquels on avait proposé de manière un traitement curateur
donc on n'est plus dans une situation palliative mais curative, on leur a proposé l'inclusion dans un essai thérapeutique qui va comparer un traitement radical par chirurgie ou radiothérapie, ou bien une surveillance, ce qu'ils ont appelé donc le watchful waiting. Alors le terme il est important puisqu'on parle de parole, même s'il est en anglais, et je vais vous dire pourquoi après. Donc ils ont utilisé les mêmes méthodes, l'enregistrement, l'interview, l'identification des thèmes, la compréhension des bras de traitement et l'expérience de l'inclusion. Et ils ont vu ça du point de vue du patient et du praticien. Alors quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'il en sort? Alors d'abord, il y avait des problèmes dans la présentation de l'étude. Dès lors qu'on parle de randomisation, tout de suite, il y a cette clause d'ambivalence, que ça soit pour le patient et le praticien. Qu'est-ce que c'est que la clause d'ambivalence? C'est dire, monsieur, madame, bon là en l'occurrence c'est monsieur, c'est un cancer de la prostate, on va vous inclure dans un essai thérapeutique. Mais je ne suis pas sûre de l'efficacité. Alors tout de suite, on se met dans une situation, c'est logique, un patient va être un peu réticent à l'inclusion dans ce genre d'essai où on ne sait même pas ce que fait le bras contrôle. Alors, il y a l'ordre de présentation des bras de l'essai. Souvent, on commence par la chirurgie, puis on présente la radiothérapie, et puis en tout dernier, la surveillance. Tout de suite, le patient, qu'est-ce qu'il entend dans ça? Qu'il y a une importance décroissante. La chirurgie la plus agressive, elle va être la plus importante, puis vient la radiothérapie, et puis enfin, la surveillance. Ça a l'air assez léger comme ça. Puis la terminologie. Alors, le temps d'explication dédié à chaque bras. On va expliquer en long, en large la chirurgie, la radiothérapie et puis la surveillance. On va passer très rapidement dessus. Il y a la terminologie qui est utilisée dans l'essai. On l'appelle essai, trial. Le patient, qu'est-ce qu'il a entendu quand on a fait ces entretiens? Il a entendu try and see. On fait, puis on voit. Alors, quand ils entendent le watchful waiting, il y en a qui ont entendu pas de traitement, et puis il y en a d'autres qui ont entendu watch while I die. On me regarde mourir. Donc, aussi, c'est là encore l'importance des mots et l'impact que ça peut avoir. Et ça, c'est des choses qu'on ne va pas avoir de manière quantitative, mais c'est justement ces interviews qui nous ont permis de soulever ça. Alors, après cette étude, il y a eu des implications pour améliorer le recrutement. Alors d'abord, la randomisation, ce mot qui effraie et qui fait peur, on va l'expliquer. On va bien expliquer que le but de l'essai, c'est vraiment issu d'un dilemme de praticien dans la pratique courante. On se pose tout le temps la question, est-ce qu'on va proposer quelque chose d'agressif versus quelque chose de l'ordre de la surveillance? Et c'est une vraie question qu'on se pose au quotidien. Et puis, il y a eu changement de l'ordre des bras. On a changé, on a commencé par les rayons, puis la surveillance, puis la chirurgie. Et puis, on a changé le mot watchful and waiting avec de l'active surveillance. Donc, il y a de la surveillance, mais active. C'est-à-dire, on va être... Il me reste 5 minutes, ça devrait aller. Et puis, on a changé le terme essai par étude, et tout de suite, ça a amélioré le recrutement. Alors, l'idée ici, ce n'est pas de manipuler les patients pour qu'ils acceptent un essai thérapeutique, mais pour qu'ils puissent prendre une décision consentie, éclairée. Consenti, c'est pas un mot qui plaît, mais en tout cas éclairé et un vrai choix. Je finis avec le 3e exemple pour dire que la recherche qualitative, elle n'est pas uniquement liée à un rapport patient-soignant, mais également soignant-soignant. Et je vais parler de l'apport de la RCP en oncologie. RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est là pour pouvoir aider à la prise de décision thérapeutique dans tout type de cancer. Et donc, on a inclus 30 patients, c'est l'université de Stanford qui a fait ça, et on a, grâce à des entretiens, des interviews semi-structurées, face à face ou Zoom, on a parlé avec les cliniciens. Les résultats sont les suivants. La RCP va servir à s'auto-convaincre, à convaincre les autres, à convaincre le patient, à rassurer les praticiens. Ça a un rôle pédagogique vis-à-vis des autres spécialistes. On va actualiser leur pratique. Ça va générer des
des idées de recherche, et ça permet de promouvoir la cohésion sociale et éthique, et donc, au final, induire un accomplissement, un sentiment d'accomplissement professionnel, améliorer la qualité du travail, et puis, cerise sur le gâteau, satisfaction de l'institution, améliorer la productivité, etc. Donc, recherche qualitative également importante dans le rapport soignant-soignant, au-delà de la décision thérapeutique propre. Donc, juste pour finir avec cette slide et rejoindre ce qu'a dit Karine et Mathilde, et dire que l'evidence-based medicine, c'est indispensable, mais il faut l'associer à une analyse qualitative pour améliorer la valeur de notre soin et à optimiser, en effet, les coûts de santé. Et c'est pas par hasard que c'est les Anglais, les Américains qui se sont intéressés à la question. Et la dernière slide, c'est pour dire que ça commence à venir, puisque l'association américaine d'oncologie a commencé à mettre en place des critères d'évaluation de la recherche qualitative. Et j'ai pas mis je déborde sur la présentation de com, et pour dire, mais ça a sauté cette slide, c'est pour dire que il y a un JAMA oncologie qui sort, quand on passe d'un impact factor de 2 à un impact factor de 30. Voilà, il y a quand même un dynamisme autour de la recherche qualitative en oncologie, et je vous remercie pour votre attention.